Bonjour, Bonjour. Claude René. Merci beaucoup de participer à cette interview. C'est le 3e numéro du podcast Les Dessous de l'iceberg. Et aujourd'hui, on va parler avec vous de 3 thèmes différents. Le surf, parce que vous êtes un des pionniers du surf en France. Les origines de la vie. Vous avez d'abord écrit une thèse bibliographique dessus et ensuite un livre en 1965, publié en 1965. Et en dernier, nous allons parler de l'approche systémique. Voilà, vous avez beaucoup développé dans vos livres. Tout d'abord, je vais vous introduire succinctement. Alors, vous êtes scientifique de base, vous avez fait un doctorat en biologie organique. Ensuite, vous avez été professeur au MIT. Vous êtes aussi entrepreneur puisque vous avez monté Biotic Incorporation, oui. C'est ça, en 1992. Oui. Vous conseillez les entreprises et collectivités sur les nouvelles technologies. Exactement. Exactement. Vous êtes aussi un grand sportif, notamment sur les sports de glisse. Et je pense au surf parce que vous avez participé plusieurs fois au championnat du monde. Écrivain, vous avez écrit combien de livres? 18 livres, c'est 14. Ça 14. Ah, est-ce qu'il y en a un 15e bientôt? Oui. Oui. En cours. Oui, en cours. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est très bien, allez-y. Alors, on va commencer par le surf. Alors, vous êtes très connu de la région où j'habite, parce que vous êtes un des pionniers du surf. Donc, je sais que vous avez découvert le surf dans les années 1950, notamment grâce à un documentaire de Jacques Chegaray sur Hawaï. Chegaray, un basque. Un basque, d'accord. Et à cette époque-là, qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré dans le surf? Ce film m'a complètement donné envie d'y aller. J'ai vu des photos en couleur d'Hawaï et des gens de tous les âges sur les vagues. Je me suis dit, c'est vraiment le truc que je dois faire. Je faisais du ski de compétition déjà à l'époque. Je faisais du body surf sans planche et du surf sur une planche recourbée en contreplaqué. Et donc je me suis dit, maintenant, il faut que je me mette debout. Ce film m'a complètement stimulé. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos débuts dans le surf? Ça n'a pas dû être facile. Non, j'avais pas de planche. J'ai rencontré Peter Wirtel, un Américain qui faisait du surf à Biarritz, qui avait fait venir une planche de Californie. Il est parti faire un film en Espagne, un film de Hemingway. Il est parti 3 mois en Espagne. Il m'a dit, Joël, je te laisse ma planche pendant 3 mois, débrouille-toi. C'est comme ça que j'ai commencé avec cette planche. Si j'avais pas eu la planche, j'aurais pas commencé. Personne ne m'a appris. Je me suis débrouillé tout seul. Sauf qu'un jour, j'ai vu des étudiants américains de l'université de Bordeaux qui passaient sur la plage. Je me dis, mais c'est pas comme ça. Vous mettez les pieds comme ça, il faut mettre les pieds comme ça. Il faut mettre de la paraffine, de la bougie sur la planche pour pas glisser. Et ces 2 trucs-là, position des pieds et la paraffine, ça m'a permis de démarrer. Mais c'était avec une planche en bois, c'est ça? C'est une planche en balsa. Ouais. En balsa, c'est léger quand même. Vous surfez toujours avec ce matériau? Oh non, maintenant je plonge des planches en polyuréthane recouvert de polyester. D'accord. Mais le surf est très présent dans vos livres et dans votre vie toujours, parce que vous surfez toujours. Voilà, je sais que c'est plus qu'un sport, c'est un style de vie. Et Exactement. Vous marquez justement dans Surfer la vie, page 38, le surf est plus qu'un sport, c'est un style de vie, un mode de fonctionnement en société. Est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu cette phrase? Oui, c'est vrai, d'ailleurs on entend cette expression souvent, même chez les politiques. Ils surfent sur les sondages, ils surfent sur l'opinion, ils surfent avec son public. Donc l'opinion est maintenant rentrée dans les mœurs. Surfer, ça veut dire évoluer d'une manière libre et dans la complexité, dans la complication. Donc le surf, c'est maintenant rentré dans les mœurs. Le sport, c'est devenu plus qu'un sport, c'est un art de vivre et c'est une façon de définir en société l'art de louvoyer parmi les difficultés et d'utiliser les éléments naturels pour aller à son objectif. En parlant justement d'éléments naturels, est-ce qu'à l'époque, les surfeurs étaient aussi très ancrés sur l'environnement marin et cette connexion avec l'environnement? Pas au début. C'est venu progressivement. Au début, les surfeurs étaient égoïstes. Il fallait prendre la meilleure vague pour eux tout seuls. Puis petit à petit, sont rentrées les notions d'écologie, d'environnement, d'écosystème, de protection de l'écosystème, et c'est beaucoup plus récent. Vous pensez que ça se perd ou pas, un petit peu cette conscience? Non, elle est en train de monter au contraire. Parce que c'est vrai qu'avec tous les nouveaux matériaux très polluants qu'on voit dans l'industrie du surf... C'est un problème de recyclage. Il y a un problème de recyclage dans l'industrie des combinaisons en néoprène, les planches en polyester. Donc il y a une grosse contrainte de recyclage des planches. Il y en a qui fabriquent des planches recyclables maintenant. Oui, c'était le sujet de notre première interview. Voilà. Il y a aussi un principe, moi que j'ai appris en lisant Surfer la vie, qui s'appelle le principe d'attrition, qui est utilisé dans le milieu du surf. Vous prenez d'ailleurs la métaphore du surf. C'est moi qui l'ai introduit dans le milieu du surf. Le principe de précaution était très connu.
principe de précaution, c'est d'essayer de mettre de son côté tous les éléments pour éviter les difficultés, les catastrophes pour soi et pour les autres. Et le principe d'attrition, c'est en connaissant les dangers, décider quand même d'y aller, en prenant les précautions pour éviter le danger pour soi et pour les autres. Ça, c'est le principe d'attrition. Alors le principe de précaution, il enferme, le principe d'attrition, il ouvre sur les autres, sur l'environnement et sur soi. Donc c'est accepter les risques potentiels. Oui, on choisit les risques potentiels, mais on sait qu'ils existent. D'accord. C'est ça l'attrition par rapport à la précaution. Et c'est valable aussi dans le business, c'est valable aussi dans la vie, dans les risques que l'on prend quand on fait du vélo, quand on conduit une voiture. On met en œuvre le principe. Moi, je mets en œuvre le principe d'attrition, je l'explique aux gens. Et moi, justement, j'ai beaucoup appris avec le principe de précaution pendant mon master de sciences et politiques de la mer. Est-ce que vous pensez justement qu'on n'applique pas assez le principe d'attrition dans la prise de décision ? Pas du tout. Pas du tout. On est encore en principe de précaution, on est limité par le principe de précaution qui nous enferme. Et petit à petit, les gens commencent à comprendre qu'il y a une autre chose, une liberté plus grande, et la mise en œuvre du principe d'attrition. Moi, j'ai pas mal discuté de ça avec un gars qui a inventé les petits mini-moteurs à réaction, qui est un inventeur local de Biarritz, qu'on appelle Bernard Etchepare. Bernard Etchepare, Tchotcheux en abrégé, il est surfeur, mais il est inventeur aussi. Et c'est lui qui m'a amené à cette notion du principe d'attrition. Donc j'aime bien le citer, c'est grâce à lui. On va se diriger sur notre deuxième thème, les origines de la vie. Je sais que vous avez passé un mois en Australie pour participer au championnat du monde de surf. Ça, c'était en 1964, n'est-ce pas? Et à cette époque-là, vous étiez aussi en thèse. Oui, j'étais en thèse à l'Institut Pasteur, en chimie. J'ai demandé à mon patron de thèse s'il m'autorisait à aller partir 3 mois en Australie faire les championnats de surf. Il m'a dit, championnats de surf, c'est quoi ce truc-là? J'espère que ça vous donnera des idées pour votre thèse. Et elle avait raison, parce qu'en 3 mois, ça m'a donné plein d'idées. En plus, j'avais l'esprit reposé, donc j'ai eu des idées pour ma thèse de doctorat des sciences. Et c'était la thèse bibliographique ou alors la thèse... Non, la thèse de doctorat. Après, j'ai fait une thèse bibliographique sur l'origine de la vie. Après, j'ai fait une thèse de chimie sur la chimie du cerveau. D'accord. Bon, on va parler de l'autre thèse alors, la bibliographique, les origines de la vie. C'est un podcast dédié à l'environnement marin et pour nous, c'est très intéressant de pouvoir avoir vos explications sur comment sont apparus les premiers organismes vivants sur la planète. Et vous l'avez décrit en 5 étapes dans votre livre L'homme symbiotique. Est-ce que vous pouvez vulgariser un peu ces 5 étapes? Je sais que vous avez des qualités de vulgarisateur. Donc, On va prendre de manière simple les 5 étapes d'origine de la vie. La première étape, c'est l'environnement marin, qu'on appelait à l'époque, le nom est resté, la soupe primitive chaude. La soupe primitive, c'était comme une espèce de soupe pleine d'ingrédients dans lesquels les éléments moléculaires ont pu se marier les uns avec les autres et donner naissance à l'arrivée de la vie. Un premier élément, c'est la soupe primitive chaude. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les coacerva, des microbules qui se sont construites dans l'environnement avec des protéines et des lipides. Et les microbules veut dire un dedans et un dehors. Et donc ce dedans a accumulé à l'intérieur des choses qui sont catalysées les unes les autres, qui ont conduit à l'éclatement de la bulle en plusieurs bulles. Et donc la reproduction passive est née là. Donc la première étape, ça a été l'apparition de ces microbules. La deuxième étape, ça a été la scission de ces microbules en plusieurs petites bulles. La troisième étape, ça a été à l'intérieur de la bulle les sélections de mécanismes naturels comme les ADN et les protéines. D'accord, donc plutôt en 3 étapes alors. Oui. D'accord. Est-ce que la 4e étape, c'est le cerveau planétaire? Les organismes vivants, c'était les premières cellules. Après, les premières cellules, elles sont collées entre elles pour donner des organismes pluricellulaires. Les organismes pluricellulaires se sont diversifiés avec des organes et on est ensuite les êtres vivants complexes. Et le cerveau planétaire, il arrive bien après. Bien que les hommes commencent à communiquer avec le cerveau par le numérique, le téléphone d'abord, la télévision, le téléphone, le numérique maintenant, l'écosystème numérique dans lequel on rentre entrer, crée une sorte de neurones, de polyneurones. Nous sommes tous connectés. C'est ce que j'ai appelé le cerveau planétaire, que Teilhard de Chardin appelait la noosphère. Le symbionte, c'est un néologisme que vous avez... Le symbionte, c'est un mot que j'ai formé à partir de cybernétique, et bios, biologie, bios, cybernétique, un biologique cybernétique. C'est un être biologique, mais qui est fait en fait de numérique et d'interaction et de feedback. Est-ce que dans le futur, ce symbionte, il intègre aussi les paramètres environnementaux? Déjà, il est déjà là, le symbionte. Quand on parle de la pensée collective, quand on parle de l'imaginaire collectif,
On parle du Sibyonte déjà. Nous sommes connectés à l'échelle de la planète. On réagit moralement et affectivement quand il y a une catastrophe mondiale. Les gens réagissent comme si c'était chez eux. Donc on est déjà dans l'ère du Sibyonte. On est déjà des neurones interconnectés. On y est déjà. Et le fait que la pensée complexe se réalise de plus en plus par une seule personne, mais des personnes interconnectées par les réseaux numériques notamment. Il y a donc une pensée complexe, une intelligence collective et une émotion collective. Pensée complexe, intelligence collective et émotion collective. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, celui que j'appelle de l'écosystème numérique dans lequel nous sommes plongés. Grâce à nos smartphones notamment, qui ne nous quittent pas, qui sont là en permanence. Grâce à ce smartphone, c'est une télécommande qui permet de cliquer dans l'environnement et de choisir des environnements pour nous, et en même temps de communiquer avec les autres, de communiquer avec Internet. Donc cet outil extraordinaire qu'on n'avait jamais prévu, que les prospectivistes n'avaient pas prévu, est à la fois une télécommande, un outil de connexion Internet et un outil de connexion des relations humaines. Mais n'oublions pas que c'est une télécommande. Et vous pensez que le monde du numérique dans le futur va aussi nous permettre de développer ces facultés-là? Oui, parce qu'on aura des puces connectées dans le cerveau qui nous permettront, comme Elon Musk l'avait prévu, des puces connectées qui permettront de se connecter à l'écosystème numérique en temps réel, de le refuser ou de l'accepter, pour communiquer les uns avec les autres, ou pour nous, pour communiquer avec le monde complexe, comme le monde des végétaux et le monde des animaux. Je suis convaincu, je l'ai déjà écrit, dans 200 ou 300 ans, on communiquera avec l'écosystème réel, à la fois les plantes, les animaux, les végétaux, les abeilles, les fourmis, dans une sorte de traduction automatique. C'est ça, personne n'y avait pensé. Non. Je suis le premier à dire ça. Et vous pensez que ça favoriserait la préservation de ces écosystèmes? Je suis sûr que ça viendra. Ouais. Quand on communiquera vraiment avec l'écosystème, les abeilles, les fourmis, les oiseaux, les vers de terre, ça favorisera la protection de l'environnement. Ça sera partie de nous, partie intégrante de l'organisme vivant dont nous faisons partie. Nous ferons encore plus partie quand nous serons intégrés à l'écosystème vivant. Ça, c'est culotté de dire ça, mais personne ne l'a dit. Moi, je suis le premier à dire qu'on va communiquer avec une traduction automatique. On va comprendre le langage de l'écosystème. Non, mais ça serait bien si ça peut nous permettre de mieux comprendre ces écosystèmes pour les protéger. La traduction automatique va créer des prodiges. Elle va permettre d'abord de communiquer de toutes les langues dans une langue avec les autres. Un japonais me parlera en français, moi je lui parle en français, je comprends en japonais. Ça, c'est déjà maintenant. Mais la traduction automatique va se faire avec les végétaux, les animaux, les fourmis, les abeilles. En plus, les humains. J'espère que je serai là pour voir ça. Oui, vous serez là pour voir ça. Je sais pas. Même pas 50 ans. Et comment l'homme peut intégrer mieux l'environnement marin dans le Sibyonte? Tous les environnements en général, l'environnement de l'écosystème physique terrestre et l'écosystème marin dont nous avons tellement besoin parce que nous venons de la mer, nous sommes nés dans l'océan, nous avons besoin de l'énergie de la mer, nous avons besoin des poissons, nous avons besoin de l'écosystème marin plus que jamais. Donc presque encore plus que l'écosystème terrestre, nous avons besoin de l'écosystème marin et il faut le protéger. Il faut le protéger aussi avec une vision systémique. Et ça va être notre dernier thème, l'approche systémique. Déjà, on va commencer par une définition. Qu'est-ce que l'approche systémique? Alors déjà, grâce à Descartes, on a privilégié l'approche analytique. Descartes nous a appris à découper la complexité en éléments simples pour mieux les analyser. Mais dans analyse, il n'y a pas système. Moi, je suis un systémicien et pas un analyste. Donc je suis pour l'interdépendance des éléments entre eux, pour avoir une vision globale. C'est ça la systémique, avoir une vision globale plutôt qu'une vision analytique. Ça, c'est Descartes, la vision analytique. Mais petit à petit, en comprenant mieux que la complexité, il ne faut pas l'analyser en petits morceaux, mais la comprendre dans son environnement global, c'est-à-dire voir les propriétés émergentes qui émergent de la complexité. C'est ça l'art de la complexité aujourd'hui, c'est voir les propriétés émergentes, pas analyser la complexité en éléments disparates. On ne comprend plus la complexité. Alors comprendre la complexité, c'est comprendre l'émergence. Ce mot est très important. L'émergence, c'est les propriétés nouvelles qui naissent de l'interaction des systèmes complexes entre eux. Quand les humains interagissent de manière complexe entre eux, communiquent, il naît des innovations auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, je me souhaite pour la dynamique des interactions humaines pour faire naître les innovations. Donc, on ne l'utilise pas encore, cette approche-là? Pas assez, du moins. Pas assez dans l'entreprise et pas assez en politique. Dans l'entreprise et en politique, on va favoriser les réseaux humains pour créer l'interaction dynamique entre les humains de manière à favoriser l'innovation.
On commence à le comprendre, mais on n'y est pas encore de manière pragmatique en politique et dans l'industrie. Ça commence à venir petit à petit. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner par rapport à cette approche systémique? Je sais que vous avez travaillé beaucoup sur des projets à l'île Maurice, notamment Maurice Île Durable. Oui. À l'île Maurice, de toute façon, c'est un bon exemple. cher puisque vous êtes né là-bas. Mais vous prenez un bon exemple parce que on a essayé de faire avec l'île Maurice Île Durable, c'est le mix énergétique, de faire en sorte que plutôt de privilégier une forme d'énergie, les panneaux solaires ou les éoliennes, de créer un mix énergétique où chacune se combine et se renforce. C'est ça l'approche systémique, c'est le mix énergétique. Et ce que j'ai essayé d'expliquer à l'île Maurice, c'est de faire de toute l'île Maurice une approche systémique de l'énergie renouvelable, et de les faire se combiner plutôt que de se combattre et de se concurrencer. Donc l'approche systémique en énergie, c'est le mix énergétique. C'est le mix énergétique interdépendant. On peut voir même au-delà l'approche systémique avec l'énergie, l'environnement, le domaine socio-économique, tout est lié en fait. Tout est lié. L'impact environnemental va avoir un impact sociologique, économique, création de nouveaux jobs, économie d'énergie pour les entreprises, moins de pollution. Donc cette vision globale et systémique, elle a une correspondance politique et économique fondamentale. Et je pense que malheureusement, beaucoup de politiques ne savent pas l'appliquer. Il faut des choses de manière analytique, parce que l'analytique donne du pouvoir. On se concentre sur une chose, on le dit dans les médias, on répète toujours la même chose, c'est porteur de pouvoir. Alors que l'approche systémique n'est pas porteuse de pouvoir, parce qu'elle donne l'impression d'une globalité, alors qu'il faut une pyramide où on est en haut en train de dominer les autres. C'est la vision du politique traditionnel et des partis politiques. Alors que la vision systémique est une vision globale qui enlève cette notion pyramidale, qui crée le pouvoir. Donc l'approche systémique, malheureusement, n'est pas porteuse de pouvoir, au sens traditionnel du terme. C'est intéressant, je n'avais jamais vu ça de cette manière-là. Malheureusement, c'est le cas. Ouais. L'approche systémique n'est pas porteuse de pouvoir parce qu'elle n'est pas pyramidale. Et ce qui donne du pouvoir, c'est la pyramide, qui permet de dominer les autres et d'être élu. Alors nous, ça nous parle quand même beaucoup, Célim et moi, parce qu'on utilise un outil que vous devez connaître, qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Oui. Voilà, et ça nous permet justement de mieux comprendre les enjeux ou impacts aussi bien environnementaux, sociaux, économiques, et d'avoir cette vision globale. Voilà, vous êtes en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans. Vous êtes une pratique de l'approche systémique. Oui, donc quand j'ai lu vos livres, ça m'a parlé, voilà. Ça m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'on n'avait pas appris ça avant, alors que... On n'apprend pas dans l'enseignement, dans la formation, on n'apprend pas l'approche systémique. On se concentre sur les disciplines, les maths, la sociologie, l'économie, la physique. Mais l'approche systémique mêle le tout. Or, le prof, il perd son pouvoir s'il parle de tout. Quand il est spécialiste, il a du pouvoir par rapport à ses compétiteurs, aux autres profs. Parce qu'il est spécialiste de ça, de géologie, de géographie ou d'économie. Alors que l'approche systémique, on n'est pas spécialiste. On a une vision globale qui n'est pas porteuse de pouvoir. Suisse. Mais je l'ai un peu moins ressenti ça aux États-Unis, parce que moi j'ai étudié et travaillé aux États-Unis. Et mes professeurs, généralement, ils étaient beaucoup plus ouverts sur d'autres domaines et on était moins formatés sur l'université française est très formatée sur avoir des crédits. Il faut se bagarrer pour avoir des crédits auprès des pouvoirs publics. Et donc il faut avoir sa place contre les autres. Pas sa place avec les autres, comme aux États-Unis, mais sa place contre les autres, malheureusement. Ça, quand vous étiez professeur au MIT, vous enseigniez cette... Moi, j'enseignais ça et je n'avais pas de compétition avec mes autres collègues. Alors qu'en France, avant d'aller aux États-Unis, j'étais en compétition permanente avec les autres collègues qui avaient les mêmes formations que moi. C'est le système français. Il y a du bon et du moins bon, on va dire. Ça vous manque un petit peu, les États-Unis, ou pas? Les États-Unis, oui, mais pas le système français. Je ne sais pas si vous suivez la COP26. J'avais une petite question en plus par rapport à ça. Oui, vous suivez. Je ne vais pas vous poser une question précise parce que je risque d'être un peu biaisée. Surtout quand j'ai vu les partenaires de la COP26. Je ne vais pas les citer. Mais voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de manière globale. Est-ce que vraiment ça va être une conférence of the parties qui va aller de l'avant ou ça va être un petit peu répétitif? Les idées sont porteuses, mais la politique traditionnelle est néfaste. C'est-à-dire que les idées sont là, dans la COP26, mais chaque participant va voir les aboutissements de la COP26 sous l'angle politique de son pays, de son parti. Et c'est ça qui va tuer les bonnes idées de la COP26, malheureusement à mon avis.
C'est le moule politique, le canevas, le carcan politique qui va détruire les bonnes idées de la COP26. Donc je suis pessimiste, mais on va voir ce qui va en sortir. Ouais, je vais essayer d'être positif, plutôt que pessimiste. Moi aussi, je vais être positif. Je vais terminer cette interview par une petite question un peu plus légère, on va dire. Sans fait. Est-ce que vous avez une petite anecdote de votre expérience en surf que vous voulez partager avec nous? Ou alors est-ce qu'il y a un spot de surf que vous aimez particulièrement? Non, je peux vous partager les deux. Allez. Il y a des anecdotes de surf et les spots. L'anecdote de surf, c'est que moi je surfe tout le temps, dès que je peux, dès que les conditions sont bonnes. Et ma femme est ce qu'on appelle une surf widow. C'est-à-dire qu'elle est au courant de tout, où sont mes copains, où sont ses copains, où je suis en train de surfer. Elle est une veuve du surf, mais elle est au courant parfaitement de tout ce qui se passe, de toutes les conditions. Donc mes meilleurs partenaires de surf, c'est ma femme. Parce qu'elle n'en fait pas, mais elle sait tout. Elle est au courant des surfeurs, elle est au courant des amis surfeurs, elle donne des dîners, des déjeuners à la maison avec tous mes copains surfeurs. Donc l'anecdote du surf, c'est que j'échange avec ma femme qui n'est pas surfeuse, tout le plaisir que j'ai de surfer. Partenaire de surf. Veuve du surf. Et alors un spot que vous aimez particulièrement? J'aime beaucoup la Fiténia. Ah oui. Je suis fan de la Fiténia parce que c'est une droite qui n'en finit pas. On part dans des conditions un peu difficiles. Il y a un endroit qu'on appelle la table. Il y a 50 cm d'eau, donc il faut vraiment se méfier. Partant de la table, tout de suite tourner à droite. Et si on a pris la bonne vague au bon moment, on a un creux. On n'a pas vraiment un tube, parce qu'à la Fiténia, il n'y a pas de tube. Il faudrait un vent contre très fort, mais c'est rare qu'il y ait des tubes. Mais par contre, il y a des vagues très pointues, très pentues, et on a une droite magnifique à la Fiténia. C'est le spot que je préfère. J'aime beaucoup Qatari, c'est de bas, en face de chez moi, je le vois avec mon balcon parlementaire, mais la Fiténia est formidable. Vous avez l'air de connaître tous ces spots? Oui, maintenant, oui. Ça fait 1 an et demi qu'on habite Biarritz. Vous surfez? On pourra se faire une session de surf ensemble? Oui, c'est vrai. Téléphonez-moi quand je serai là-bas. Ça marche. Merci beaucoup, Joël de René, pour cette interview. Oui. Un bonheur.